Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être là. Les temps difficiles créent les hommes forts. Les hommes forts créent des temps prospères. Les temps prospères créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps difficiles. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette phrase, cette citation. Eh bien, elle résonne tout particulièrement en moi, non pas parce qu'elle retrace plutôt bien l'histoire de notre humanité, mais également mon parcours. Je m'appelle Rémi Camus, je suis donc explorateur, aventurier engagé et membre de la célèbre Société des explorateurs français. Et ce soir, eh bien, je vais vous embarquer avec moi dans mes aventures, dans ce que j'ai vécu, dans ma chair, dans mes tripes, et je vais essayer de vous partager un petit peu tout ça, en explorant également ces cycles qui façonnent nos vies et nos sociétés. En 2011, j'ai complètement changé de parcours. Je suis un ancien maître d'hôtel dans la restauration et j'ai fait ça pendant 8 ans. Et en 2011, j'ai décidé de mettre en place ma première aventure, de vouloir traverser l'Australie en courant, de Melbourne à Darwin, 5400 km, en étant tout seul, totale autonomie, en tractant une petite remorque qui pesait 40 kg pour emmener mon eau et ma nourriture. Moi, j'imagine que vous posez des questions, mais pourquoi est-ce qu'il va faire ça, lui ? Il ne peut pas rester ici, il est bien là. Eh bien, en fait, parce qu'à l'âge de 26 ans, j'étais plutôt paumé et j'avais besoin de me rencontrer, j'avais besoin de me découvrir, j'avais besoin de savoir qui était Rémi Camus. J'avais besoin de me confronter à mes propres difficultés, à aller sortir de ma zone de confort, ou comme dirait Mike Horn, d'élargir sa zone de confort. Alors, je ne sais pas si vous visualisez un petit peu à quoi ça peut ressembler un mec de 26 ans en plein milieu du bush australien avec sa petite remorque, mais je vais vous aider. Voilà, c'est Rémi. Il a 26 ans et il est dans le bush australien. Cette photo, je l'ai prise avec mon petit appareil photo et mon trépied. Elle paraît relativement banale, mais je vais expliquer l'histoire qu'il y a derrière cette photo. Je suis en plein milieu du bush australien. Ça fait des semaines et des semaines que je suis en train de courir. J'ai fait des milliers de kilomètres et je suis positionné dans l'ouest d'Alice Springs. Je ne sais pas si vous situez correctement. C'est la petite ville, en tout cas en Australie, c'est petit, en plein milieu de l'Australie. Donc je suis complètement sur l'ouest. Et ça fait 4 jours que j'avance et j'ai plus d'eau, plus une seule goutte d'eau. Et je me pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avancer ? Survivre, abandonner ? Il faut que je trouve une solution. Donc je cherche autour de moi un liquide à boire pour pouvoir survivre. Et la dernière chose qui me reste en tête, c'est on va pisser dans une bouteille et on va boire ça. Donc c'est à peu près ce que j'avais dans une bouteille, ce contenant, cette quantité d'urine. On regarde le truc, on sent, c'est infect. Ça ressemble à une bonne bière brune chaude, sans mousse, avec un goût d'ammoniac. Voilà, comme ça, vous le lavez, très sympa. Et donc je me retrouve avec cette bouteille et je bois directement mon urine, ça descend. Et là, j'ai un truc qui remonte directement parce que mon corps ne l'accepte pas. Je vomis le tout, je garde tout dans la bouche et je ravale. Et là, je me dis, waouh, c'est quand même assez violent. Mais moi, ça m'a perturbé et ça m'a marqué. Eh bien, cette photo, c'est juste avant. Je l'ai prise et je me suis dit, si je m'en sors vivant de cette aventure, j'aurai un truc à raconter. Si je m'en sors pas vivant, eh bien, j'aurai en tout cas une photo de moi à l'intérieur et celui qui trouvera mon corps pourra voir la dernière photo qui a été prise et pourra dire, en fait, le mec, il a vécu son aventure à fond, sans aucun regret. Et ce que j'ai vécu dans cette aventure en Australie, eh bien, c'était bien plus qu'une simple dépassement de soi et de la résilience. C'était d'aller au-delà de tout ça. C'est de se rendre compte que la résilience, ce n'est pas juste un mot, c'est quand on est directement confronté à la problématique et de faire des choses que jamais vous serez capable de faire. Je suis revenu en France. 2 ans plus tard, je mets un autre projet en place. Je décide de descendre le fleuve Mékong en hydrospeed, avec un flotteur en mousse. Je pars du Tibet et je fais 4400 km en hydrospeed pendant 6 mois, avec plein de difficultés. Je me suis fait arrêter pour trafic de drogue, trafic d'armes, espionnage. Enfin, on pourra en parler pendant des heures. Et ce qui a été vraiment impressionnant, c'est de rencontrer la population locale, parce que c'est ce que je voulais faire. Je voulais rencontrer la population et comprendre leur mode de vie et comment est-ce qu'ils arrivaient à vivre ou à survivre à proximité de ce fleuve. Donc, au Cambodge, j'ai rencontré des pêcheurs qui se battaient pour essayer d'avoir une consommation de poissons plus agréable parce que la pollution était très importante due aux barrages hydroélectriques qui sont construits en amont.
Au Laos, on a une population qui vit au bord du Mékong, qui consomme de l'eau que jamais vous toucherez. J'ai bu des trucs infects. Et tu bois, les toilettes sont pas loin. C'est pratique. Mais ce qui était vraiment impressionnant, c'est que les gens arrivaient quand même à trouver le moyen de vivre avec ce fleuve. Alors tout comme l'Australie, je vais vous partager un moment que j'ai vécu sur le fleuve. Je suis en train de descendre le Mékong, je suis en Chine, au Yunnan exactement, dans cette région, et j'avance tout doucement, parce qu'en fait, je suis sur les bassins de rétention d'eau, ce qui est en amont des barrages, et donc ça n'avance pas. Et je suis en train de contempler le paysage à droite et à gauche. Et puis sur la rive droite, je vois des gens qui sont en train de travailler dans des champs. Je leur fais un grand signe, ils font la même chose, et du coup, je vais les voir tranquillement. Il n'était pas loin de midi, et ils étaient en train de travailler. Ils étaient en train de faire la cueillette du riz. Alors chez nous, la cueillette du riz, ou plutôt du blé, ou tout ce que vous voulez, on a des moissonneuses-batteuses, des tracteurs, hein, et puis les 3 rangées qu'il avait à faire, eh bien, en 10 minutes, c'est torché. Hein. Mais eux, tout est fait à la main. Je me retrouve avec eux le midi pour manger, on discute, le repas arrive, 2 gros rondeaux, un avec du riz, et de l'autre avec un truc dedans, je ne savais pas trop ce que c'était. Et en observant, je dis, ah c'est vrai, ça doit être du poulet, c'est parfait ça. Mais en fait, il ne faut pas oublier, c'est qu'en Chine, on mange tout. Mais vraiment tout. On enlève juste les plumes, hein. Mais sinon, on mange tout. Donc à l'intérieur du gros rondeau, il y avait en fait, c'était pas un poulet, c'était un coq qui était découpé en morceaux. Et vu que j'étais le blanc et l'invité, eh bien, ils m'ont posé dans mon ramequin du riz et la tête du coq. Je ne sais pas trop ce que j'allais faire de cette tête de coq, moi. Et j'ai compris qu'il fallait juste sucer tout ce qu'il pouvait y avoir. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis une fois qu'on avait fini le repas, ils sont repartis, eux, travailler directement dans les champs. Et je ne voulais pas les laisser faire tout seuls. Donc je suis parti les aider. Comme vous pouvez le voir sur la photo, au loin, eh bien, vous avez les femmes qui, elles, ramassent directement les épis en les coupant et les posant par terre. Les hommes, eux, ramassent les épis et les frappent violemment dans la caisse pour en extraire les grains. Et ensuite, on les charge dans des sacs qui faisaient 25 kilos pour les emmener dans un tuk-tuk à environ 150-200 mètres. Donc c'est moto à 3 roues. Et une fois que tout était chargé, 1h30 de piste complètement défoncé, debout, etc., pour arriver en haut de la colline, pour déposer le tout dans la maison du propriétaire. Le lendemain matin, je suis reparti. En fait, le propriétaire m'a redescendu en moto au bord du Mékong. J'ai repris mes affaires pour pouvoir regagner directement le fleuve et renager. Et j'avais glissé un petit billet de 100 yuan pour leur remercier de sa générosité. Et j'ai tendu la main pour le remercier, et il a vu le billet. Il a replié ma main, il a mis sa main sur mon poing et il m'a regardé, sachant que la veille, il ne parlait pas un mot d'anglais. On communiquait uniquement en faisant des signes ou en dessinant avec du charbon de bois sur le sol de la maison. Il m'a regardé et m'a dit « Please come back ». On s'est regardés tous les deux en pleurant. Je l'ai pris dans mes bras et je suis parti. Et tous ces petits moments que j'ai pu avoir sur le bord du Mékong avec toute cette population, eh bien, malgré les difficultés que les gens pouvaient avoir, il y avait de la solidarité, de l'entraide entre les gens. Et c'est ce que j'ai retenu en fait de toute cette aventure sur le Mékong. Je suis revenu en France, j'ai monté une 3e aventure. Et j'ai décidé complètement de changer d'environnement. J'ai longé la côte française à la nage. Je suis parti de Dunkerque et j'ai nagé 2650 km en crawl pendant 3 mois et demi, de Dunkerque à Monaco. Bon, pour ceux qui sont forts en géo, effectivement, les Pyrénées, ça passe pas, et puis les Alpes non plus, hein, mais vraiment que la côte. Et pendant cette aventure, en fait, j'ai découvert une côte française relativement étouffée par plein de choses. Vous avez une décharge au nord du Havre, qui s'appelle la décharge de Dolmar, qui est à flanc de falaise. Et lorsque les conditions sont relativement fortes, ça vient complètement creuser cette décharge, et ça se déverse sur plein de petites plages avoisinantes. Quand vous allez dans les ports de France, tous les ports de France sont souillés. Quand vous continuez ensuite sur toutes les plages de France, eh bien, il faut savoir que toutes nos plages, malheureusement, vu qu'elles sont très exposées aux conditions de la mer et des océans, sont également très souillées. Je ne sais pas si vous êtes au courant, 12 000 conteneurs passent par-dessus bord des cargos lorsque vous faites des transatlantiques pour pouvoir livrer tous les produits qu'on achète un peu partout. 12 000 conteneurs. Et dans certains de ces conteneurs, vous avez à l'intérieur des petites billes de polymère qui permettent de fabriquer tout plein de choses en plastique. Nos coques de téléphone, etc., des chaises, tout ce que vous voulez. Ces petites billes de polymère ont un autre nom qui est un peu plus sexy.
ça s'appelle des larmes de sirène. Et ça se confond au grain de sable. Donc même si vous êtes sur une belle plage magnifique où il n'y a pas un seul déchet, eh bien effectivement, si vous creusez à l'intérieur et vous faites des analyses, on peut voir malheureusement une problématique qui est un mélange de grains de sable et de petites larmes de sirène. Et puis ensuite, quand on arrive dans la mer Méditerranée, voilà, c'est vraiment le paradoxe de notre société. À la surface, c'est bleu, c'est magnifique, c'est presque même de la rêverie. Et puis quand on met la tête sous l'eau, eh bien on voit une mer Méditerranée qui est étouffée, qui est asphyxiée et qui est très fragilisée. Alors tout comme les autres aventures, je vais vous raconter ce passage-là que j'ai vécu lorsque j'ai fait le Tour de France à la nage. Donc je nageais avec ma belle combinaison comme ça, mes 2 doubles tubas. Et le 10 août 2018, on a fait la dernière étape qui était sur la côte atlantique, Biarritz, Hendaye. Ensuite, on passait directement les Pyrénées pour finir sur la mer Méditerranée. Donc Biarritz, Hendaye, on se met dans l'eau et là, on tombe sur énormément de déchets qui étaient là et qui jonchaient la surface de l'eau. Je ne sais pas si vous connaissez, on a ce qu'on appelle les continents de déchets, le 7e continent. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul continent de déchets, vous avez plein de continents de déchets. Eh bien, au large de Biarritz et de Saint-Jean-de-Luz, vous avez un continent de déchets. Alors, il n'est pas énorme, hein, c'est un petit gire qui est là et qui est tout à fait naturel, parce que lorsque vous avez la marée montante qui vient affecter les côtes françaises, où la marée montante s'appuie sur le nord de l'Espagne, l'autre descend dans le golfe de Gascogne, et au large de Biarritz et de Saint-Jean-de-Luz, vous allez avoir plein de déchets qui vont tourner en rond. Le 10 août 2018, tout ce qu'on a sorti à cet endroit-là, c'était écrit en espagnol. Ce n'est pas une critique envers l'Espagne, non loin de là, c'est juste un constat. Et montrer que malheureusement, notre mode de consommation, eh bien, on laisse énormément de choses comme ça à la dérive et qui terminent dans les mers et les océans. En 2023, j'ai terminé avec ma dernière aventure récemment. J'ai décidé de faire la traversée entre Calvi et Monaco à la nage, en totale autonomie et presque sans assistance, en tractant une plateforme qui faisait 200 kg derrière moi pour pouvoir vivre à bord nuit et jour. Ce qu'on a fait sur cette aventure, c'était d'aller au-delà des simples déchets qu'on pouvait voir à l'œil nu, comme sur le Tour de France à la nage. On a travaillé avec des laboratoires pour pouvoir parler principalement des PFAS. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, on en parle en ce moment plutôt bien. Les PFAS, ce sont des polluants éternels. C'est une liaison carbone-fluor qui a été inventée par l'homme et on la retrouve dans plein d'applications. Il faut savoir que 100% des gens sur cette planète sont contaminés aux PFAS. On en a dans notre corps, c'est biocumulable, ça rentre directement dans notre organisme et on ne peut pas s'en défaire. Et on la retrouve dans plein de choses, dans la cosmétique, dans les ustensiles de cuisine, dans vos shampoings, dans les emballages, dans les habits. On en retrouve partout. Alors sur cette aventure, on a collaboré avec 2 laboratoires. Le voilier que vous avez tout au fond derrière tractait des coussins de cheveux. On en a eu un premier, un coussin blanc qui a servi d'un coussin témoin pour avoir une base de travail. Le deuxième, on l'a balancé pour faire l'aller. Et là, on a trouvé de l'hydrocarbure, ce qui semblait être plutôt tout à fait logique en mer Méditerranée. Et le coussin retour, on l'a laissé en pleine mer pendant 48 heures. C'était le protocole du laboratoire. Et là, on a trouvé des PFAS avec une très très grosse quantité. Alors effectivement, le tableau que je dresse, il n'est pas très très joli. Il fait même peur, mais ce n'est pas une fatalité. On peut trouver des solutions. L'effet solidarité, tous ensemble, on a les moyens de changer les choses et on a les moyens de préserver notre environnement. Ce que j'ai découvert à travers toutes mes aventures, eh bien, c'est que la résilience, c'est d'aller au-delà de nos capacités, d'aller se confronter à ce qu'on ne veut pas, à ce qui nous fait peur. Sur le Mékong, j'ai vu des gens apporter énormément de solidarité lorsqu'ils étaient en grande difficulté. Et sur toutes mes aventures marines, eh bien, j'ai vu que l'effet du collectif pouvait être une vraie solution pour lutter contre les problématiques qu'on a actuellement sur notre planète Terre. Alors ce soir, je vais vous poser une question. Que pourrions-nous faire ensemble pour briser ce cycle? En fait, la réponse, vous l'avez tous. Il faut agir aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce n'est pas une fatalité, le déclin. C'est tout simplement un renouveau, mais pour le faire un petit peu mieux. Je vous remercie.